Alors, bienvenue à cette nouvelle émission de Mieux vivre, mieux être. Mon nom est Jean Rivet de Radio Mieux-être. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Emmanuel Comte, qui est auteur et sonologue. Emmanuel est très connu dans la francophonie. Moi, c'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années au Québec. C'est vraiment un chercheur au sens vrai du terme, un passionné de musique et un passionné de son. Alors, bonjour Emmanuel. Bonjour Jean, merci de m'accueillir. Ravi de te recevoir ici. Emmanuel, tu viens de publier un nouvel ouvrage qui s'intitule « Le son des vibrations. Comment les sons et la musique nous influencent ». Peux-tu nous parler un peu de ce nouvel ouvrage que tu viens de sortir? Le son des vibrations est donc un livre qui fait suite à un premier que j'ai écrit, qui a donc été édité il y a plusieurs années, oui. Qui s'appelle « Le son de vie ». Et lorsque j'avais présenté le manuscrit à l'éditeur, il m'avait dit qu'il était trop épais et qu'il voulait l'éditer en deux fois, Okay. en deux volumes différents, c'est ça que je veux dire. Ouais. Finalement, la deuxième partie du livre est enfin parue maintenant, parce que je l'ai étoffé beaucoup. Et comme par exemple, je voulais parler sur un paragraphe des ultrasons et des infrasons. Et en fait, il y a eu 3 chapitres sur les ultrasons et un chapitre sur les infrasons, donc c'est-à-dire que ça a été développé beaucoup, avec des thématiques qui me tiennent vraiment à cœur, parmi d'autres que je développe dans ce livre. Donc, c'est deux opus, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment des opus, parce que derrière ça, il y a des années de recherche, hein, je crois. Tout à fait, oui, parce que donc, par exemple, il y a certains thèmes que je développe donc, dans le son des vibrations, donc dans ce dernier livre qui vient de paraître, que j'ai commencé à mettre par écrit en 1983, 1984, dans ces années-là. Okay. Donc, c'est pour dire que ça fait quelques années et donc une longue recherche, une longue maturation, et en même temps, je suis vraiment heureux que enfin tout cela apparaisse maintenant. Que ça soit concrétisé et que ça soit accessible pour tous. Et puis, Emmanuel, donc, toi, ta passion de la musique, du son, c'est à l'origine de où? Alors, c'est une passion qui date vraiment de plusieurs années, depuis mon plus jeune âge, puisque depuis l'âge de 4 ans, okay, j'ai été initié à la découverte du pouvoir des sons. Déjà, depuis cet âge-là, où on m'a conté une histoire que sûrement beaucoup d'auditeurs connaissent, qui est l'histoire du joueur de flûte de Hamelin, qui raconte comment un village de l'Allemagne du Moyen-Âge avait été débarrassé des rats qui l'infestaient, okay, grâce à un joueur de flûte qui passait par là et qui a pu œuvrer dans le sens d'emmener cette bestiole comme un cortège qui fait sortir de la ville. Ouais, et à un moment donné, il s'est arrêté au bord d'un précipice et tous les rats ont été détruits. Okay. Et donc ça, c'est l'histoire donc, du joueur de flûte. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ça, historique? Oui, mais bon, c'est un conte de Grimm. L'histoire ne finit pas là, dans le sens où, par la suite, le joueur de flûte est revenu parce qu'on ne lui a pas donné la récompense qu'on lui avait promise. Et il est revenu en jouant d'autres mélodies étranges et cette fois avait emmené tous les enfants de la ville ou du village, dans le fond. Et cette histoire-là, donc moi, on me l'a racontée, j'étais très jeune. Et ce qui a fait que, quelques années plus tard, lorsque j'ai eu l'option de choisir un instrument pour l'étudier, eh bien, j'ai choisi la flûte. Génial, génial. Puis on sait que traditionnellement, la flûte, dans plusieurs religions, c'est un instrument d'harmonisation. Je pense à Krishna, hein, dans la philosophie indienne, qu'on représente toujours avec une flûte. Alors c'est ça, donc la flûte, c'est un instrument qui a vraiment une tradition très, très ancienne dans l'humanité. Peut-être c'est le plus vieux instrument du monde. Mais je pense aussi au dieu Pan. Krishna, Pan, c'est toutes des divinités qui utilisent cette flûte-là. Kokopelli. Cette flûte. Kokopelli. Kokopelli, c'est l'instrument traditionnel des bergers. Et pourquoi? Mais parce qu'on s'est aperçu que le son de la flûte apaisait les moutons. Et il s'avère que ça apaise également les humains. Ouais. Et que par la suite, dans mon processus d'apprentissage, donc moi j'ai commencé à jouer de la flûte, à l'étudier depuis l'âge de 7 ans. Et 10 ans plus tard, j'étais soigné pour un cancer. J'avais apporté ma flûte à l'hôpital. Les infirmières m'ont demandé d'aller vers les personnes qui m'avaient entendu. Ils m'avaient demandé d'aller jouer auprès de ces patients-là, ce que j'ai naturellement accepté. Et donc c'est à ce moment-là que pour moi a commencé une aventure qui continue aujourd'hui, qui est celle de soulager la souffrance, d'aider les personnes à sortir en quelque sorte de leur condition d'être souffrant, donc dans une démarche de compassion et d'amour et de paix aussi. Et tout cela m'a amené à composer des musiques
qui se sont avérées être des musiques thérapeutiques. C'est génial. Puis moi, quand je pense à la flûte, le son de la flûte, je me dis, en fait, c'est du souffle modulé. Tout à fait. C'est la vie Ben dans oui. sa plus pure expression. Exactement. Parce que la symbolique qui est très belle, parce que c'est la symbolique de la verticalité de cet instrument, que la plupart du temps on tient droit. Bon, il y a aussi l'exemple des flûtes traversières, mais Ouais. moi, la flûte à bec, c'est un instrument qu'on tient droit, mais on peut faire allusion aussi au shakuhachi japonais, Ouais. au nai soufi, donc on retrouve Oui, dans les pays qui arabes. est un instrument de trance. Le aussi. kaval, oui, tout à fait. Le kaval, qui est un instrument comme une variante du nai, ce sont des instruments faits à base de roseau. Mhm. Des instruments qu'on trouve donc effectivement dans le soufisme. C'est l'instrument par excellence de la musique soufie que l'on retrouve dans ce qu'on appelle les auditions, les samas soufis, accompagnés avec le tambour. C'est sur cette musique-là que les derviches tourneurs s'exécutent. Exactement. Oui, la musique des derviches tourneurs est jouée la plupart du temps avec la flûte qu'on appelle le ney, qui est un instrument fait d'un morceau de roseau. Mhm. Mais c'est très apaisant. Alors c'est une musique qui est très apaisante et puis il y a toutes sortes de mélopées, de mélodies, une musique qui apporte une extrapolation de notre musique occidentale puisqu'il y a beaucoup plus de gamme et de possibilités que dans ces styles de musique-là, un petit peu comme dans la musique indienne par exemple. Mais donc, Emmanuel, bien entendu, là, on parle de la flûte, mais il y a tout l'éventail des autres instruments de musique qu'on pourrait aborder ici. Oui, bah, effectivement, donc, comme tu le disais il y a un instant, donc, il y a la dimension du souffle qui est inhérent à la pratique de la flûte, mais il y a des instruments dans lesquels on ne souffle pas et pour lesquels on peut aborder aussi la notion de souffle vital, les instruments à clavier, les instruments à cordes et autres. Dans les instruments spirituels, moi, tout de suite, quand je marie les deux mots spiritualité, musique, je pense tout de suite à la harpe C'est et ça. à l'orgue. C'est ça. Donc la harpe, dans un premier temps, on peut en parler juste quelques instants. La harpe, qui est un instrument qui a été développé aussi avec le psalterion. Le psalterion est un instrument qui vient d'un mot qui veut dire souffle, justement. OK. Ça vient de psaume Mhm. et de pneuma, qui veut dire en grec le souffle. Et alors l'orgue aussi. Donc l'orgue, ce qui est intéressant, c'est que c'est un instrument à vent Mhm. et qu'il existe aussi des orgues à bouche. Ouais. Donc qu'on trouve en Extrême-Orient. Mhm. Et donc, tous ces instruments-là sont des instruments qui, la manière de les utiliser aussi va aussi parce que donc c'est pas parce qu'un instrument est spirituel dans son essence qu'il est toujours utilisé comme ça. Ouais. Donc, l'orgue est un instrument qui a beaucoup de résonance sur le plan spirituel, mais il n'a pas toujours été ainsi, hein, puisque dans la tradition catholique, à un moment donné, on ne pouvait plus jouer aucun instrument. Ah, tout à fait. Et ça, j'en parle donc dans le livre, Le son des vibrations, que les religions, à un certain moment donné, ont vraiment réformé la musique jusqu'à la proscrire en totalité. Et puis aussi, ben, le plus bel instrument de musique, ça reste encore la voix, parce que la voix aussi Alors, agit. définitivement, pour C'est moi, intéressant. la voix, c'est le plus bel instrument. C'est-à-dire que si on n'a aucun instrument avec soi, on a toujours sa voix. Et puis, comme je dis souvent dans mes conférences, à ma connaissance, j'ai rencontré encore personne qui est sorti du ventre de sa mère avec un instrument dans les mains. Un accordéon, une trompette ou un piano. Ça n'a jamais été documenté, en tout cas. Non, pas à ma connaissance non plus. Ouais. Donc voilà, donc la voix, c'est vraiment l'instrument que l'on a, c'est l'instrument de l'être Ouais. que l'on a donc déjà vraiment en naissant. Ça m'amène à cette question-là. On dit, par exemple, que le chant grégorien aurait des propriétés neurologiques. C'est un chercheur, si je ne m'abuse, Alfred Tomatis, qui disait que le chant grégorien dans les abbayes avait pour pouvoir, ou a toujours comme fonction, comme pouvoir, de recharger il appelait ça, lui, le potentiel cortical. Autrement dit, ça l'amène les contemplatifs à être plus dans le moment présent ou avoir une acuité d'esprit qui sort de l'ordinaire. Alors tout à fait, donc moi je consacre un chapitre dans le livre Le son des vibrations au docteur Tomatis, justement. Il est vrai que le chant grégorien, dans sa rythmique, a des propriétés neurologiques qui sont aujourd'hui documentées. Mm-hmm. Le docteur Tomatis en a parlé, mais depuis, donc en neurosciences, on a aussi fait d'autres recherches. L'explication vient du fait que dans ce chant-là, cette manière de chanter, il y a toujours les cadences OK. qui sont un support
des rythmes vitaux, en particulier du rythme de la respiration et du rythme du cœur. Donc, ça a un effet apaisant sur tout le corps. Cela a un effet apaisant sur tout le corps parce que c'est une musique qui va rentrer en résonance avec les rythmes vitaux, et en particulier au niveau du rythme cardiaque. Alors, c'est sûr que le fait que le rythme soit un rythme qui est lent va apaiser l'ensemble des rythmes vitaux et donc va avoir un effet, je dirais même thérapeutique, sans parler donc de l'aspect spirituel de cette musique-là. Donc, finalement, la vraie fonction de la musique, c'est d'harmoniser. La vraie fonction de la musique, c'est d'harmoniser, c'est de faire du bien, c'est de nous placer dans une dimension de transcendance, dans une dimension de verticalité, cette verticalité à laquelle j'ai fait allusion il y a un instant. La musique, en fait, ancestralement, ça veut dire le langage des muses, ou le langage des anges, ou le langage des dieux. Quand tu dis verticalité, ça veut dire de s'élever au-dessus de la vie quotidienne et d'avoir plus une vision de perspective. D'une part, se mettre dans une vision de perspective, s'élever au-dessus de notre quotidien, mais j'allais dire, c'est... Un regard plus global, en fait. Je vais même au-delà de ça, dans le sens que la musique se sert de sons, et les sons sont des messagers d'univers. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un astrophysicien qui s'appelle David Bohm, qui a dit écouter un son, c'est être confronté sensoriellement à l'univers. Et donc, les structures des sons sont conformes aux structures que découvrent les astrophysiciens dans le cosmos. Et c'est cette fameuse musique des sphères dont parlait Pythagore il y a bien longtemps. Et Copernic aussi, je crois. Kepler, Johannes Kepler. Ah, Kepler, c'est ça. Johannes oui, Kepler. c'est Kepler. Oui, c'est ça. La musique des sphères, c'est Kepler. Ça me fait penser, récemment, j'écoutais une entrevue avec Vangelis, le fameux compositeur là, de Chariots of Fire et plein d'autres albums. Lui, j'ai trouvé ça très beau. Il disait, en fait, les amis, tout est musique. Tout est musique. Oui, alors donc Vangelis, donc c'est vraiment un très grand artiste. On est à se poser la question, si Mozart vivait aujourd'hui, est-ce qu'il jouerait encore du violon? Et donc Vangelis est quand même quelqu'un qui joue de la musique depuis l'âge de 4 ans, qui a été dans aucun conservatoire, qui a tout appris par lui-même. Il fait juste une école d'art, si j'ai bonne mémoire. Ouais. C'est un très très grand musicien, un très grand compositeur, je dirais un Mozart des temps modernes. Et lorsqu'il dit que tout est musique, il a tout à fait raison. John Cage a dit la même chose. Il y a une structure même, ça rejoint la physique quantique. Ça rejoint la physique, tout simplement. La musique caractérise ce dans quoi nous sommes, c'est-à-dire l'univers. La musique caractérise également ce qui est en nous, c'est-à-dire l'infiniment petit qui nous compose. Tout cela, et c'est musical, et la science aujourd'hui le démontre. On est arrivé par exemple à mettre en musique des séquences génétiques, soit des protéines, soit des morceaux d'ADN ou autres, vraiment des séquences génétiques. Il y a une musique cachée en tout. Musique cachée à l'intérieur de nous, et quand on met ça en musique, c'est vraiment beau. Et la même chose, au niveau de l'infiniment grand, eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui dans l'astrophysique, les astrophysiciens arrivent à décrypter et rendre sonores des objets cosmiques, des mouvements cosmiques, et ce que Pythagore appelait la musique des sphères. C'est fantastique. Emmanuel, toujours dans ton dernier ouvrage, Le son des vibrations, paru aux éditions Québec Livre, tu abordes un domaine fascinant. Tu dis, en fait, au premier, deuxième chapitre, que finalement, les sons, oui, ils ont un pouvoir d'harmonisation. Le son harmonise, mais en même temps, le son peut être destructeur. Peux-tu nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Comme disait le docteur Paracels, tout est poison, rien n'est poison. Dans le sens que c'est sûr qu'un son peut faire du bien, un son peut aussi faire du mal. Comme la main, elle peut caresser ou frapper. Le son peut nous caresser et le son peut nous frapper. Bon, par exemple, je prends juste un exemple. Si on écoute du Mozart à 140 décibels, qui est une valeur de perception sonore, ça va être un son qui va nous détruire les oreilles, même si c'est du Mozart. Il est intéressant et important de savoir que notre oreille a une limite de capacité. Un petit peu comme notre toucher, si on touche quelque chose qui est trop chaud, on se brûle. Nos oreilles peuvent se brûler aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est moins connu. Et quand ça nous arrive, c'est trop tard. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent d'acouphènes. Les acouphènes sont très, très répandus. Les acouphènes et puis les surdités, de manière générale. Donc, écouter la musique avec des écouteurs, déjà, ça peut être dangereux. Il faut faire attention. Si l'environnement dans lequel on est déjà bruyant.
Alors donc, c'est ça. Donc le son est une énergie qui peut faire du bien, mais aussi qui peut faire du mal. Ouais. Alors il y a cet aspect-là, mais il y a aussi d'autres aspects que je développe donc dans le livre Les sons des vibrations. Mhm. Par exemple, l'aspect rythmique. Oui. La manière dont la musique est rythmée va justement induire une résonance au niveau de nos rythmes vitaux. Donc la thématique de la résonance, j'y consacre un chapitre dans ce livre. J'y consacre plusieurs chapitres au rythme parce que c'est quelque chose qui est très très important. On dit le rythme c'est la vie. Eh bien, si le rythme qui caractérise une musique va à l'encontre de nos propres rythmes vitaux, eh bien ces rythmes vont être dérangés, vont être stressés. Et à terme, tout cela peut être vecteur de déséquilibre. Donc, d'écouter du speed metal, ça peut nuire. Ces musiques-là, elles sont utilisées par les Américains pour la torture. Hein. OK. L'armée américaine utilise la musique comme un outil de torture pour les captifs, suivant leur foi ou leur religion. Bon, par exemple, des gens habitués à une certaine culture, et ça va être pour eux comme diabolique si on leur fait écouter telle ou telle musique. Alors ils utilisent ça, et puis ils utilisent donc ces musiques-là à fort volume. Donc c'est pas juste au niveau de l'émotion que ça se ressent, mais au niveau de tout le corps. Oui, il y a tout à fait. une crispation globale. Oui, alors donc l'aspect du rythme, Okay. c'est un aspect qui est très important à considérer. Mm-hmm. Alors donc on parlait il y a l'instant du rythme grégorien, ben justement ce rythme-là épouse d'une manière parfaite la rythmique cardiaque. Ça me fait penser souvent dans les CD, dans le rayon des musiques de relaxation, souvent on a le bruit de la mer. On dit que traditionnellement la mer, je ne sais pas si c'est parce qu'on a un souvenir lointain de cette rythmique, mais c'est très, très apaisant. Parce que le bruit de la mer suit justement cette rythmique-là. C'est comme une respiration. Le rythme, la respiration et le rythme du battement du cœur. Le rythme est un élément, mais ce n'est pas le seul. Il y a également l'élément que j'ai appelé sémantique, c'est-à-dire toute l'information que l'on va adjoindre à la musique ou au son. Okay. Je veux parler des paroles, les thématiques qui sont données en complément d'une musique, les paroles d'un opéra, les paroles d'une chanson. Et alors il s'avère qu'il y a des paroles qui sont très très négatives et que si vraiment on les écoute, en général plus ou moins consciemment, mais ces musiques-là, elles vont faire leur chemin au-dedans de nous, au niveau de notre cerveau et avoir des effets désharmonisants aussi. As-tu un exemple de ça? Ben oui, par exemple, la chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas, est un exemple qui est très connu, qui est très documenté. Musique et chanson que détestait au plus haut point Jacques Brel, d'ailleurs. Okay. Il regrettait vraiment de l'avoir enregistré. Dans l'opéra, énormément de livrets. Oui, il y a des scènes de crime dans l'opéra. C'est de la violence à l'état pur. C'est ça. Donc, mais comme souvent, c'est chanté dans une langue que les gens ne comprennent pas. Ils sont en pamoison donc en écoutant cela, mais c'est vraiment des thématiques qui pourraient faire la une du journal de Montréal. J'ai une image qui me vient, c'est dans le fameux film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, où on voit des GI américains bombarder des villages vietnamiens au son de la chevauchée des Valkyries de Wagner. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est ça. Avec donc des haut-parleurs sur les hélicoptères et puis... Pour terroriser les gens avec une musique qui ne fait pas partie de leur culture, donc qui est pour eux comme une sorte de bruit, et qui est donc utilisée par les militaires. Et ça, c'est documenté. J'y ai fait allusion il y a un instant. Donc c'est une forme de torture à laquelle la musique participe d'une manière honteuse d'ailleurs. Donc, en fait, on aurait intérêt à surveiller ce qu'on écoute. Non seulement intérêt, mais je dirais c'est primordial. C'est comme on pense que... Ben là, en alimentation, on sait que tout n'est pas bon à manger. On sait que le fast-food, à long terme, ça nuit, et même à court terme. Alors, c'est un peu vrai aussi pour la musique. Oui, parce que la musique, elle agit directement sur le cerveau. C'est comme une prise, c'est comme une intraveineuse qu'on se donne directement au niveau du cerveau, parce que l'oreille par laquelle passe la musique est connectée directement au niveau du cerveau. Et donc, les connexions se font de manière immédiate. Ça passe pas par une digestion, c'est ça que je veux dire. Quand on prend un aliment, on le digère. Bon. Tout à fait. Là, la musique, elle n'est pas digérée, elle est en prise directe avec le cerveau. Et c'est d'ailleurs pour cela que la musique, aujourd'hui, est un objet de recherche incroyable en neurosciences, parce qu'on s'aperçoit qu'elle est impliquée dans toutes les zones du cerveau, et que la pratique d'un instrument de musique est quelque chose qui fait énormément de bien, d'une part parce que les sons sont émis dans la pratique d'un instrument, mais aussi toute l'implication corporelle
qui ajoute des connexions encore supplémentaires à celles que je viens de décrire. OK. Et puis, il y a une idée comme ça qui me vient. Est-ce que tu connais les travaux du docteur Monroe? Parce que ça, c'est quelqu'un qui, dès le début du siècle, faisait des recherches justement sur le son. Oui, alors donc le docteur Monroe est quelqu'un qui est une sorte de pionnier, qui a fait des recherches dans le domaine, mais ce n'est pas le seul. Mm-hmm. Je décris donc dans le livre Le son des vibrations toutes sortes de recherches qui ont été faites dans ce domaine-là. Ouais. Et c'est actuellement une voie royale en neurosciences. Et il y a d'ailleurs à Montréal, ici au Québec, donc, plusieurs chercheurs qui, au sein d'un centre de recherche, donc l'université McGill, qui s'appelle le Brahms, oui, avec Isabelle Peretz et d'autres, qui mènent actuellement donc des recherches depuis plusieurs années d'ailleurs, qui sont passionnantes. C'est vraiment fascinant parce qu'on n'a pas encore réalisé toute l'ampleur qui se cache derrière l'influence des sons. C'est ce que tu démontres, entre autres, dans tes livres. J'incite vraiment les auditeurs à aller se procurer les ouvrages d'Emmanuel Comte. Donc, parce que c'est vraiment un univers en plein développement. Oui, non seulement parce que le son, la musique de manière générale et le son d'une manière encore plus élargie, nous accompagnent, non pas nuit et jour, mais nous accompagnent toute la journée. Nos sons internes nous accompagnent nuit et jour. Mm-hmm. C'est-à-dire que dès qu'on a un son interne ou un rythme interne qui est décalé, cela peut déranger toute notre santé. Je parle par exemple du rythme cardiaque. Mm-hmm. Si on souffre d'une arythmie ou si on souffre d'un problème qui fait battre notre cœur trop vite, eh bien ça peut perturber le sommeil, sans parler des dangers que cela peut occasionner au niveau de la santé en général. Ça me rappelle une entrevue que j'avais écoutée avec Ravi Shankar et lui il disait que ce qui manquait le plus à la musique occidentale, c'était le silence. Tout à fait. Et d'ailleurs, je cite cette phrase qui m'accompagnait depuis mon plus jeune âge, que m'avait dite ma professeure de musique, Madeleine Mirecourt, à l'époque, donc ça date de plusieurs années, Okay. que la musique est faite de silence. Mm-hmm. Pour moi, donc, le silence n'existe pas. Ce qu'on appelle silence, c'est notre incapacité à entendre. Mais ceci étant dit, quand on parle de silence, quand on parle de musique, on sait à quoi on fait allusion. C'est-à-dire c'est l'absence de son audible, Mm-hmm. la pause, qui va donner une respiration à la musique, qui va donner une amplitude au son, une appréciation, une harmonisation. Et c'est ce silence-là qui est curatif ou thérapeutique? Le silence après un son va permettre à la personne qui a entendu ce son de pouvoir l'intégrer. De répondre. De laisser le son résonner, de répondre, de laisser le son résonner à l'intérieur de lui Mm-hmm. ou d'elle. Cette résonance-là est nécessaire. Si une musique n'a pas cette respiration-là, eh bien, de mon point de vue, elle manque à sa mission. Mm-hmm. C'est fantastique. De retour à l'émission Mieux vivre, mieux être, en présence de l'auteur et sonothérapeute Emmanuel Comte. Donc, Emmanuel, on parlait juste à l'instant de, en fait, la raison d'être de la musique, comment la musique peut à la fois harmoniser, mais également détruire carrément. Et ça m'amène à te poser une question, parce qu'on discutait tout à l'heure à la pause. On parlait des pyramides d'Égypte. Il y a une théorie qui voudrait justement que les fameuses pyramides d'Égypte auraient été construites, les blocs en tout cas, auraient été soulevés par des sons. Est-ce que tu as entendu parler de ça? J'évoque cette thématique donc, dans le livre Le son des vibrations. Ouais. En fait, donc, il y a deux techniques qui sont à considérer pour l'explication et la compréhension de l'édification des pyramides, qui reste un mystère aujourd'hui sur le plan archéologique. Absolument. Alors la première chose, c'est que les pyramides sont en béton. C'est de la pierre reconstituée qui a été moulée et coulée sur place. Absolument. Et votre humble serviteur ici, qui fait l'entrevue avec vous, les a escaladés. Donc, j'ai pu constater qu'effectivement, c'est comme du béton, comme tu dis, comme du ciment coulé. Une technique qui était connue dans l'Antiquité. Les Romains utilisaient le béton aussi, et qui a été perdue par la suite. Mais donc les pyramides sont en béton, ça a été démontré, prouvé scientifiquement. Ouais. Par un chercheur français qui s'appelle Joseph Davidovich. Et ça, c'est une chose. Alors, c'est valable pour les murs mayas ou incas, les citadelles de l'Amérique du Sud. Donc, c'était pas découpé dans des falaises, c'était carrément moulé.
Mais c'est des blocs qui pèsent des tonnes et des tonnes. C'est ça. Et donc moulés sur place par une équipe d'une dizaine d'ouvriers. Ouais. Et alors ça, c'est une chose. Mais il y a aussi certains autres blocs qui, à défaut d'être moulés, étaient déplacés par des systèmes antigravitationnels à base de son que l'on commence à découvrir aujourd'hui. Mm-hmm. Actuellement, on met en lévitation des petites gouttes d'eau ou des petits insectes, mais ce qui est valable pour le petit, c'est valable pour le grand. Il s'agit d'extrapoler les lois. Mais ça me fait penser, le TGV n'est pas propulsé. C'est pas, il y a pas le. C'est parce que je pense aux fameuses piles supraconductives. Est-ce que c'est pas des. Est-ce que c'est de la physique des sons Le aussi? maglev, donc, qui est un processus de train qui est en sustentation magnétique. Ouais. Ça, c'est pas tout à fait un son, mais c'est une vibration. OK. C'est une vibration qui soulève le train et après le train est projeté. C'est ça. Mais là, on parle d'autre chose. Okay. C'est-à-dire que les sons, certaines fréquences, donc sonores, ultrasonores, infrasonores, puisque le son, ça dépasse l'aspect sonore. Mm-hmm. De même que la lumière, ça dépasse l'aspect visuel. Il y a les ultraviolets et les infrarouges. Et donc, pour les sons, c'est pareil. Il y a un spectre qui est élargi. Okay. Et c'est pas parce qu'on ne l'entend pas que ça n'existe pas. Mm-hmm. Si on s'intéresse aux légendes anciennes, qui a été mon cas, puisque je consacre un chapitre au sujet. Notamment les trompettes de Jéricho. Je parle des trompettes de Jéricho, effectivement. Donc ça, c'est l'aspect plus destructeur des sons. Mm-hmm. Les mêmes appareils, réglés différemment, peuvent permettre, à la place de détruire des murailles, peuvent permettre de les construire. Okay. Et donc ça, c'est le mythe d'Amphion, on le retrouve dans la mythologie grecque, qui a bâti les murs de Thèbes, non pas avec une trompette, mais avec une lyre. Et c'est juste dire que l'appellation de ces instruments fait directement allusion à un instrument sonique. Ouais. Que les primitifs, si on veut, qui ont transmis ces faits, mm-hmm. ont décrit une technologie qui dépassait leur culture. Et donc, on appelait un instrument de musique une machine qui émettait des sons qu'on pouvait régler à certaines fréquences, même piloter de manière avec à fréquence vocale. C'est ce que allusion qu'on fait par rapport à la description d'Amphion qui menait les pierres par sa douce prière là où il le voulait. Okay. La douce prière que moi j'interprète comme étant une commande vocale de la machine. Oui. C'est fort intéressant. Puis il y a aussi cette idée-là que justement toutes ces anciennes civilisations détenaient une science, si on peut dire, venue d'ailleurs. Certains vont amener l'idée que cette science venue d'ailleurs, c'était les extraterrestres. D'autres vont dire que c'était l'ancien continent de l'Atlantide, etc., etc. Il y a plusieurs hypothèses. Mais c'est quand même fascinant de savoir qu'à l'époque des anciens Égyptiens, il y avait ces phénomènes-là qui étaient opérants. Il existe effectivement différentes théories, différentes hypothèses. Moi-même, en m'intéressant au son et aux vibrations, je ne vois pas comment on peut expliquer, par exemple, comment la terrasse de Baalbek au Liban a pu être édifiée avec des blocs qui pèsent chacun environ 1000 tonnes. Mm-hmm. Comment ces blocs ont pu être ajustés? Parce que là, c'est vraiment des blocs qui viennent d'une carrière. Contrairement à ceux auxquels on faisait allusion tantôt, ils n'ont pas été coulés sur place comme du béton. C'est des blocs qui ont été extraits d'une carrière, une carrière qu'on a retrouvée, qui existe toujours donc dans la plaine de la Bekaa, donc au Liban. Comment expliquer donc, la manutention de ces blocs-là? Comment expliquer l'apparition de civilisations soudaines il y a environ 6000 ans? Les fameuses statues de l'île de Pâques? Oui, ou les Égyptiens ou les Sumériens qui passent d'un état de l'âge de la pierre à un niveau très avancé de civilisation. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est tant bloqué et qu'on ne veut pas envisager cette hypothèse-là? Parce que est-ce qu'on s'est fait laver le cerveau par l'éducation, par l'histoire ambiante, la culture ambiante, je veux dire? Mais je dirais que la culture, d'une manière générale, l'histoire ou les religions nous racontent beaucoup des histoires et qu'il y a une manière de présenter ça. Et il y a des faits et puis il y a l'interprétation des faits. C'est une recherche aujourd'hui. Et d'ailleurs, les personnes qui remettent en question l'histoire établie sont qualifiées de toutes sortes de qualificatifs. Absolument. Il est même parfois dangereux pour sa propre liberté de remettre en question d'une manière trop présente certaines théories acquises, acceptées aujourd'hui et historiques, sur le plan historique, je crois. Mais donc, sans aller trop dans le détail, considérer que les anciennes civilisations avaient accès, semble-t-il, à des technologies, soit qui sont en train d'être
découvertes actuellement, ou redécouvertes, soit qui sont en devenir, et qui permettent d'expliquer des choses que l'on constate, qui restent encore aujourd'hui des énigmes, si on cherche juste une explication humaine pour les comprendre ou les expliquer. Et puis, c'est absolument fascinant de s'autoriser justement à partir à la recherche de ces nouveaux horizons là, autour du son. Mais parce que la musique est par définition un médium qui nous ouvre des nouveaux horizons. Et ce n'est pas un hasard que la musique a été utilisée dans toutes les religions ou dans toutes les spiritualités. Parce que c'est vraiment le monde des sons qui a la capacité de nous relier avec ce qui est en nous et ce en quoi nous sommes, c'est-à-dire le cosmos, l'univers. Absolument. Ça me fait penser soudainement là aussi à ce qu'on nomme les mantras ou les kirtans, qu'on utilise justement pour se mettre en état de communion. Tout à fait, donc ce qu'on appelle le yoga du son ou l'utilisation de certains mantras ou certains sons, dans des sortes de prières répétitives qui mettent la personne qui les pratique dans un certain état de transe ou d'hypnose, appelons ça comme on veut, avec des propriétés sur le plan spirituel, sur le plan humain qui sont aujourd'hui qui sont C'est vraiment intéressant. reconnues. Je me plais à visualiser une émission comme La Voix, mais pour, si on peut dire, le champ spirituel. Ben, pour voir qui survivrait en premier, puis qu'est-ce que ça touche chez un ou l'autre. Là? L'utilisation de la voix au niveau du chant est vraiment une pratique avant tout spirituelle. Et c'est en cela que, justement, comment on utilise sa voix, comment on utilise le chant, eh bien, on peut être à l'inverse de la spiritualité, juste par le sens des paroles, le sens des mots que l'on emploie. En fait, un grand artiste va nous amener, va toucher quelque chose en nous qui va vraiment résonner. C'est parce que tu parles aussi de ça au début du livre, donc tu parles beaucoup du principe de résonance. Donc, ce qui fait que la magie opère, la magie au sens bien fondé, là, la magie opérative, ce qui fait que celle-ci opère, c'est qu'il y a la résonance. C'est qu'on se sent touché, puis on répond à ce toucher. Le principe de résonance, c'est un très grand principe. Un principe essentiel à connaître, que la science considère, mais n'a pas encore tout à fait compris tout ce que cela peut impliquer, pour toutes sortes de raisons. Et ce principe-là, il permet d'expliquer comment la musique est opérante sur un plan spirituel, sur un plan thérapeutique, parce que nous sommes musique au-dedans de nous. Et donc, les sons, la musique, peuvent venir toucher certaines parties de notre être en le faisant résonner, et de cette résonance naît éventuellement une réharmonisation, une harmonisation, une transcendance, potentiellement une thérapie aussi. Parce que pour moi, la musique, le son, fera partie intégrante de la médecine du futur. Et je consacre d'ailleurs dans plusieurs chapitres, dans le livre Le son des vibrations, plusieurs chapitres à cette médecine-là qui est en devenir et qui est déjà utilisée dans les hôpitaux. C'est l'utilisation des ultrasons et des infrasons thérapeutiques. C'est la fameuse phrase aussi de la Genèse où il est dit qu'au commencement était le Verbe. Alors oui, une phrase qui est souvent mal interprétée dans le sens qu'on l'interprète souvent, on la traduit par « au commencement était le son ». Et en faisant allusion de manière plus ou moins directe au fameux Big Bang, qui est une théorie saugrenue de mon point de vue. Qui est déjà dépassée. Qui est complètement dépassée. Et la phrase biblique « au commencement était le Verbe » ne veut pas dire « au commencement était le son ». Le verbe, donc, c'est autre chose. Le verbe, c'est le mot. Et de mon point de vue, au commencement était le verbe, va beaucoup plus loin que de dire au commencement était le son. C'est-à-dire que le verbe, ça peut être le projet. Un projet, ça utilise des mots. Ça peut être, au commencement était le dessin, au sens du projet, justement, qui est un regroupement d'études, un regroupement d'écrits, un regroupement de communication qui sous-tendent la réalisation donc d'un projet, justement. Comme par exemple quand la NASA envoie une sonde vers Mars, eh bien avant cette sonde-là, au commencement est le verbe, dans le sens que des études, des recherches, des publications sont faites, et tout cela peut être symbolisé simplement par un mot, le mot verbe, fameux verbe qui symbolise donc toute cette accumulation de mots et de pensées.
Est-ce que c'est pas aussi, au commencement, était le plan? Au commencement était le plan, effectivement, le but, le dessin, L'intention? le projet. Mhm. De retour à l'émission Mieux vivre, mieux être, Jean Rivet de Radio Mieux-être en présence de Emmanuel Comte. Emmanuel Comte qui est à la fois musicien, auteur, chercheur, sonologue. Emmanuel a publié 3 ouvrages. Le premier ouvrage s'intitule Le son d'harmonie. C'est publié aux éditions Medson. Le deuxième ouvrage s'intitule Le son de vie et la sonorité des mondes, publié aux éditions Québécois. Et son tout dernier ouvrage, qui vient d'être publié, s'intitule Le son des vibrations, comment les sons et la musique nous influencent. Et celui-là est publié aux éditions Québec Livre. Ces 3 ouvrages sont disponibles sur le site web d'Emmanuel Comte directement, si vous le désirez. Donc, vous pouvez aller visiter le site au www.medson.net, medson.net. Alors, Emmanuel, on poursuit notre discussion sur le pouvoir curatif des sons. Aujourd'hui, on aurait vraiment, comme on se disait tantôt, tout intérêt à surveiller ce qu'on écoute, puis être beaucoup plus, vigilant par rapport à l'influence des multiples sons qui nous entourent dans la vie quotidienne. Hein? Je parle dans mon livre de la pollution sonore également. Mm-hmm. Donc, parce que la musique peut nous faire du mal. Oui. Il n'y a pas juste ça. Il y a la pollution sonore. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas tellement considéré. Il y a des lois qui existent, des règlements, mais l'industrie ne va pas chercher à faire une machine ou un appareil silencieux s'il n'y a pas un règlement strict qui l'y contraint. Parce que c'est toujours des coûts supplémentaires pour rendre un appareil silencieux. Mais on peut le faire. Les avions, par exemple, les autos, une auto de bas de gamme ou une auto de haut de gamme, c'est tout un voyage différent qu'on a. Motos? Oui, mais une moto, oui, mais une auto, je parle d'une automobile, quand on est à l'intérieur de l'auto, quand on voyage à l'intérieur d'une automobile, une automobile de bas de gamme ou une automobile de haut de gamme, il y en a une qui va être beaucoup plus brillante que l'autre. Absolument. Puis moi, j'habite en banlieue, puis dès que le printemps arrive, on a un petit phénomène que j'ai nommé le Festival des tondeuses, surtout les fins de semaine. Alors c'est ça, c'est sûr. Donc ces appareils-là, qui sont très bruyants, effectivement. Dans la saison où on est, là, c'est le Festival des souffleuses, peut-être. Ah oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, on a une technologie qui pourrait être beaucoup plus silencieuse et que le fait qu'elle ne le soit pas, et peut provoquer toutes sortes de troubles auditifs, mais ça ne se limite pas à ça parce qu'un son peut nous agresser d'une manière psychologique, ce qu'on appelle la psychoacoustique, qui est donc l'aspect plus psychologique ou émotionnel lié au son. Et donc, un son qui n'est pas forcément fort peut nous affecter. Donc, à nouveau, c'est bien de surveiller ce qu'on met dans nos assiettes, mais c'est aussi de plus en plus important de voir ce qui tombe dans nos oreilles. Oui, je pense que c'est essentiel. Et on comprend à un moment donné pourquoi des religieux, des personnes dans une démarche spirituelle ont souhaité être en silence. Parce que en silence pour déjà faire taire nos bavardages intérieurs, mais en silence aussi pour se retrouver soi-même en communication avec l'univers. Et ne pas être parasité par justement des mots, des paroles d'autrui, pour garder une pureté dans ce lien qui nous unit avec l'univers et qui peut tellement être parasité. Donc c'est ça. Donc la grande musique nous ramène au silence. La grande musique nous amène au silence. Il y a une phrase qu'on dit souvent à un musicien: ne joue de ton instrument seulement si ce que tu vas jouer est plus beau que le silence. Que dire de plus? C'est ça. Donc le son, comme je le disais tout à l'heure, a une vertu de nous relier avec l'univers. Mais si ce son-là, on en abuse, il peut être, à la place d'être harmonisant, il peut nous désharmoniser. Donc, il y a une écologie du son à faire. Une écologie du son, tout à fait. Une spiritualité du son, une conscience du son. Et c'est donc ces thématiques-là, je les développe dans le livre, donc Le son des vibrations, où un chapitre est consacré à ce que j'appelle la musique de l'être.
OK. Comment la musique et le son, comment la musique peut nous mettre en lien avec notre être profond et comment certaines musiques peuvent le faire et comment certaines autres ne le font pas. Mhm. Ça m'amène à un ouvrage que tu connais sûrement, l'ouvrage de Murray Schafer, le fameux compositeur canadien. Lui a écrit un ouvrage qui s'appelle, le titre c'est Bruit, où il répertorie comme ça des bruits qui, à notre insu, nous influencent beaucoup plus qu'on le croit. Puis là-dedans, il y a un chapitre justement sur les clochers d'église. Comme quoi, la journée où on a commencé à enlever les clochers dans les églises, dans les villages, on a supprimé le son des cloches, les églises se sont rapidement vidées. Alors Murray Schafer, c'est quelqu'un qui a vraiment œuvré sur la thématique de l'écologie sonore. C'est lui qui a inventé l'expression paysage sonore. Mm-hmm. C'est vraiment un chercheur qui a apporté beaucoup dans la conscience sonore. Et effectivement, l'utilisation des sons dans les différentes spiritualités sont pour moi quelque chose d'important. Que si on enlève ces sonorités-là, peut-être que effectivement, ça change le lien qu'on peut avoir dans une recherche intérieure. Donc, toi, tu invites les gens à être plus sélectifs. Être plus sélectif dans les musiques que l'on écoute, dans les musiques que l'on choisit. Et je dirais avant tout de développer sa propre musique, sa propre musicalité intérieure avec sa propre voix. Parce que c'est vrai qu'on peut écouter une musique, mais ça fait partie aussi de mon enseignement. Moi, je donne des cours et des formations où l'on apprend à se réconcilier avec son être profond en utilisant donc le plus beau instrument que toute personne a, sa propre voix. La plus belle musique que l'on peut se faire à soi-même, c'est simplement se chanter des sons, pas forcément de la musique, simplement des sons pour s'apaiser, pour se faire du bien, pour se nourrir de sa propre vibration, un petit peu comme un gong que l'on ferait sonner. Et ce gong-là, il est à l'intérieur de nous, c'est notre propre voix que l'on peut simplement activer comme une méditation, comme une prière, une pratique qui ne peut que faire du bien. Et à ce niveau-là, Emmanuel, parce que moi je te connais depuis quelques années, tu es très actif parce que tu animes des stages, des conférences partout dans toute la francophonie. C'est non-stop à l'année. Comme là, prochainement, tu repars en Europe pour animer des conférences et des stages. Je pars donc pour donner des cours en France, des concerts, des conférences. Donc je vais faire une tournée pendant 1 mois. Après ça, je reviens, puis je vais repartir un peu plus tard encore. Plusieurs fois par année, je vais donc en Europe, en Suisse, pour enseigner, pour donner des concerts, donner des conférences et participer à des activités culturelles qui en lien avec donc ma spécialité. Emmanuel, on approche de la fin. Ça me fait penser, moi j'ai une petite chienne Witton Terrier et le Witton Terrier, traditionnellement, il est originaire de l'Irlande et parfois je fais jouer de la musique celtique chez moi, puis des fois j'ai comme l'impression que ma chienne réagit mieux à cette musique-là. Est-ce que je suis dans les patates totalement ou c'est quelque chose qu'on peut peut-être fondé sur quelque chose? Alors, donc, tout l'aspect, donc l'acoustique animale, actuellement, c'est un objet de recherche. Il y a des chercheurs, des chercheurs dans les universités qui passent leur temps à ça. Plusieurs chapitres dans mes livres parlent de l'acoustique animale. Donc, le monde, les animaux réagissent beaucoup au son. Ça me fait penser aux vaches laitières à qui on fait jouer de la musique classique pour qu'ils soient plus productifs. Les vaches, mais il n'y a pas seulement les vaches. Tous les animaux sont sensibles, la plupart sont sensibles au son. Et donc, il y a vraiment des gens qui s'intéressent vraiment à cette thématique-là. Et j'y fais allusion d'une manière assez quand même développée dans mes livres. J'ajoute que les personnes qui souhaitent recevoir un soin, parce que donc moi je donne des cours je forme des thérapeutes, des sonothérapeutes. Il y a des personnes ici au Québec et ailleurs qui donc offrent ce genre de soins-là. Il suffit d'aller sur le portail qui s'appelle sonothérapie.com, sono-thérapie.com pour avoir accès donc de trouver un sonothérapeute près de chez soi. Et donc moi-même, je donne des cours et des formations donc en sonologie, la science des sons et des vibrations, qui permet d'utiliser les sons en toute conscience pour faire du bien dans ce qu'on appelle le massage sonore et d'utiliser ces sons-là avec sa propre voix et également avec des outils comme les diapasons ou les bols tibétains pour créer de la détente, dissoudre le stress et dans un monde qui en a vraiment besoin.
Eh bien, Emmanuel, ça a été vraiment absolument fascinant de discuter avec toi. Donc, j'espère pouvoir te réinviter bientôt pour qu'on puisse poursuivre la discussion. Merci. Alors voilà, je vais répéter une dernière fois ton site web. Donc, on peut découvrir tes travaux, tes ouvrages, tes stages, tes conférences en visitant le www.medson.net.